Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui, un fan de Lauryn Hill, et il a bien raison de l'être. Salut Pierre. Salut Thibaut, salut tout le monde. Un fan de l'équipe de foot de Peterborough en 3ème division anglaise et on ne sait pas s'il a raison de l'être. Salut Benj. Alors, ils viennent de monter en Championship et oui. C'est le plus grand exploit de ma carrière. Un grand bravo. De fan. Oui, de ta carrière de fan. Parce que j'ai vraiment Le 15e épisode de Spurs Break, c'est parti. Le 24 avril contre les Wizards, Derrick White retombe sur le pied de Jakob Poeltl et se foule la cheville. Il ne rejouera pas avant la saison prochaine. Après un début de saison compliqué où il a été opéré d'un orteil, il avait retrouvé son meilleur niveau et son importante place dans le jeu des Spurs. Pierre, Ben, je ne sais pas qui veut commencer, mais qu'est-ce que ça veut dire de perdre Derrick White ? Bon, ça fait chier. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, Ça fait chier. Ouais, c'est relou, c'est chiant. Ouais, c'est relou. En fait, le problème de perdre Derrick White, c'est qu'on perd probablement notre meilleur défenseur. Ça se discute avec. Il y a beaucoup de choses qui se discutent avec Dejounte Murray de façon sur Derrick White, mais On en parlera après de Dejounte, yes. on perd possiblement notre meilleur défenseur. On perd notre deuxième option offensive. On Ouais. perd notre seule menace à 3 points dans le 5 de départ. On perd. Même si maintenant c'est Devin Vassell qui l'a remplacé dans le 5 et qui est une menace à 3 points. Ouais, on a eu du Lonnie Walker aussi un peu. Mais Devin Vassell est toujours très. Enfin, c'est un rookie quoi, il est très très inconstant. Non, mais en vrai, c'est un peu un enfer, surtout que c'est un peu frustrant parce qu'il avait vraiment retrouvé un niveau de fou. En avril, il tourne à 18 points par match, à 43% au tir, donc bon, dont 36% à 3 points, ce qui est correct en fait. Même si on sait qu'il tire beaucoup et des fois il prend des tirs compliqués parce c'est un peu le seul à avoir cette responsabilité dans le 5 de base, dans le 5 de départ, pardon. Il y a des matchs assez marrants où tu regardes le box score et tu vois à la ligne des 3 points, tu as 0 sur 0, 0 sur 0, 2 sur 8, 0 sur 0, 0 sur 0. Donc oui, il avait une très grosse responsabilité offensive, c'est aussi un bon gestionnaire et c'est entre guillemets le secondant de DeMar DeRozan quand l'équipe est dans la merde. Notamment en fin de match, on a vu que souvent, si c'est pas DeRozan qui a le ballon, c'est Derrick White. Donc il avait beaucoup de responsabilités dans cette équipe. Et même pour lui, ça doit vraiment foutre le seum de se reblesser. Déjà qu'il s'était blessé 2 fois un orteil. Il est parti 6 semaines, puis 6 semaines. Franchement, non, en vrai, franchement, c'est un peu horrible. Pas grand chose à rajouter, hein. J'ai laissé Binge faire son Weebs de Derrick White. Mais je stan. Bah enfin, c'est tout ce qu'il a dit, c'est vrai, hein. C'est celui qui a le meilleur net ratings, pardon, depuis le début du mois d'avril. Ça fait bien évidemment chier qu'il se reblesse parce que il commence à bien revenir, à reprendre une forme convenable. C'était comme Benjamin dit aussi. En fait, il a un peu un rôle un peu étrange cette saison puisqu'on lui demande quand même de beaucoup shooter à 3 points. Il est à quasiment 8 de tentés sur le dernier mois. Et souvent, parfois, c'est du tir en première intention. Tu te demandes pourquoi il le prend. Et parfois, il les met. Hein, c'est ça ce qu'il y a de plus beau, même si c'est pas son rôle. Mais à peu près à chaque fois où il reçoit la balle, il fait une feinte de tir. On sait jamais. C'est vraiment systématique. Il en fait une dès qu'il reçoit la balle à 3 points, même si le mec est sur lui, une main dans la gueule. Parce qu'il est avec lui le maître des feintes de shoot DeMar DeRozan. C'est vrai. Mais ouais. Mais Derrick White, ce qui est archi impressionnant avec lui, c'est son QI basket. Il a déjà 26 ans, je crois, Derrick. Bien, c'est son QI basket. Ouais, peut-être bien 27 déjà. Il a 26, mais il approche des 27 en effet. Ouais, il aura 27 cet été. Mais sa justesse offensive et puis même défensive, il y a des moments où il lit complètement le système adverse et il se place parfaitement. Vrai leader de défense, il est très impressionnant sur l'intelligence de jeu. Dans les aides, c'est sûrement notre meilleur joueur dans les aides. Ouais, et d'ailleurs, sur la lecture des lignes de passe, tout ça. D'ailleurs, c'est l'arrière qui comptabilise le plus de contres en NBA, je crois, en tout cas en moyenne. Il a 1 contre par match, donc il fait plus de contres que d'interceptions. On rappelle que le frérot mesure à peine 1m93, il mesure. Donc il a un sens du timing aussi qui est assez dingue. Et on faut aussi noter que cette saison, il a eu un gros boost de confiance. On sent qu'il ose beaucoup plus aller vers le panier, qu'il est beaucoup plus agressif, qu'il prend beaucoup plus, notamment ses shoots en première intention dont on parle, qu'il ose shooter à 3, qu'il ose pénétrer dans la raquette, qu'il ose prendre des tirs contestés. Enfin, on sent qu'il a la confiance qui lui manquait où on le trouvait un peu timide, commence justement à s'échapper. On voit les résultats, 18 points de moyenne, 3 rebonds, 4 assists.
Enfin, avec des pourcentages très corrects et des plus-minus très bons aussi. C'est ça aussi qui fait que c'est intéressant pour la suite, parce que le début de saison qu'il fait, il est pas en confiance parce qu'il revient d'une blessure, il a même du mal à shooter son rythme à 3 points, il shoot vraiment n'importe comment au début, et ça peut ruiner complètement des saisons. L'année dernière, Dejounte Murray, son début de saison est tronqué par une blessure, et il fait toute une saison l'année dernière qui est un peu compliquée, voilà, où on a même l'impression qu'il c'est même plus un bon joueur de basket. Et là, Derrick, il est revenu très bien, il est très bien revenu. C'était une question de s'intégrer à l'équipe aussi, vu qu'il y avait eu beaucoup de changements. Le départ d'Aldridge qui est de plus en plus mis de côté. Les changements au niveau des rôles, Dejounte qui prend aussi beaucoup plus de place. L'intégration de Keldon. Il a fallu qu'il prenne le rythme aussi de l'équipe, de cette nouvelle équipe. Mais qu'on a vu que quand il était à fond, et je pense que là, il était même pas à fond en vrai, on sent qu'il peut encore aller plus loin, et c'est d'autant plus frustrant de le voir se blesser. Il y avait aussi le fait que l'année dernière, il était encore un peu dans un rôle en sortie de banc, alors que là, quand il est vraiment bien revenu, Pop l'intègre souvent au 5 de départ. Ouais, c'était l'année dernière où il a attendu genre mars pour le mettre à côté de Murray. Ouais, c'est ça. Avant, il était plus 6e homme, et sur la fin de saison, c'était... Oui, parce qu'on avait Bryn Forbes, c'était frustrant à crever de voir qu'on a le meilleur backcourt défensif de NBA et qu'il y en a un des deux qui est sur le banc, c'est honteux. Bryn Forbes qui fait des bonnes choses à Milwaukee, là. Il a eu du mal au début, mais pareil. Bah ouais, mais en même temps, Bryn Forbes à Milwaukee, on lui demande de se mettre dans le corner et de shooter, donc... Ouais, voilà, c'est un role player. Là-bas, il a le bon rôle. Là-bas, il a le bon rôle, c'est ça. C'est que l'année dernière, chez nous, il avait pas un absolument. rôle qui allait bien, et là, il avait les mêmes responsabilités que Derrick White, Bryn Forbes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, en tout cas, au niveau de la menace extérieure. Et le relais, du coup, de Derrick White dans l'équipe, en termes de men, c'est Dejounte Murray. Il réalise sa meilleure saison statistique avec 16 points de moyenne, 7 rebonds et 5 passes décisives, et une interception et demie par match. Ça, c'est quand même assez ouf. Avec ses longs bras, là, il va toujours choper des ballons dans les mains des gars. Ouais, les interceptions dans les mains, il en fait des assez incroyables. Il nous a gagné des matchs comme ça. Mais c'est des bons dribbleurs, les gars, mais à chaque fois, ils se font surprendre par le doigt qui traîne au bout. Ouais. J'ai pas regardé son envergure, mais c'est vrai qu'elle est assez impressionnante. Hein. Ouais. On l'a vu mettre un game winner aussi cette saison plus tôt, donc qu'est-ce que vous pensez de Dejounte depuis que Derrick est parti, et même de Dejounte 2m8 d'envergure, Murray. Oh nice, putain. Wow. Franchement, vu comme... Déjà, il a fait un très bon début de saison, mais là, sur le dernier mois, sur son mois d'avril, il est tout bonnement incroyable. En shootant à 40% à 3 points au mois d'avril. Hein. Ouais, alors ça, par contre, à 3 points, je sais pas ce qu'il a. En prenant 3 par match, mais vraiment, c'est... Après, il prend que des shoots ouverts. Hein. Pour le coup, lui, les shoots contestés, il en met aucun. Oui, mais il met ses shoots ouverts, c'est ce qu'on lui demande. Non, mais bien sûr, mais tu vois, il y a des joueurs qui essayent aussi de mettre des shoots ouverts, mais lui, c'est parce qu'il prend des bons tirs et il prend des tirs au bon moment, il les prend ouverts et voilà. Il y a un mec dont on parlera peut-être plus tard qui, lui, ne met pas ses tirs ouverts. Mais est-il australien? Non. si aussi. Oui. Voilà. Oui, il y a lui aussi. Je pensais pas à lui, mais oui. En gros, Dejounte, ce qui est quand même assez incroyable, c'est déjà défensivement, je trouve qu'il fait moins de fautes bêtes qu'avant. Oui, il est beaucoup plus juste. Il est beaucoup plus juste, exactement. Et en attaque, tu sens qu'il est aussi beaucoup plus en confiance, que ce soit dans son tir à 3 points où tu vois quand même, il a un bon catch and shoot. Vraiment. Après, pour se créer son tir soi-même, c'est plus quand une fois qu'il a pris un écran, une fois que quelqu'un lui a posé un écran et qu'il rentre dans la raquette. À la Tony Parker, là, après l'écran, voilà, petit décalage. Le petit shoot mi-distance, souvent il rentre. Et même au niveau de son shoot, tu sens qu'il est un peu plus relâché, il est moins tendu quand il s'élève. Oui. Et ça se voit mais son petit move en tête de raquette, là où il fait un petit cross avant d'enchaîner sur un tir, il est mortel. Hein. Sur les postes 5 à chaque fois, t'as vu? Il est vraiment... Pardon? À la KD sur les postes 5, tu vois. Oui, tac, tac. Ouais, absolument. Et il monte par-dessus avec ses longs bras aussi. C'est ça, non, il est impressionnant. DeMar DeRozan a dit de lui qu'il était devenu le leader vocal de cette équipe, il y a pas longtemps. Ah, intéressant ça. Qui prenait une place dans le vestiaire bien plus importante et que... voilà. C'est bon pour l'avenir, sachant qu'on avait entendu plutôt que Keldon aussi était un bon leader vocal dans le vestiaire. Donc, mais Keldon il crie en fait. Ouais. Keldon c'est fou, hein. Keldon il gueule sur tout le monde tout le temps, il met un lay-up, il crie quoi. Il peut être à 0 sur 10. Ouais. Et on adore. Hein. Il met un N1. Flex comme ça avec ses petits muscles là. Il met un N1, il crie et ensuite il rate le lancer. Ouais, du coup. Ça arrive trop souvent. Mais pour revenir à Dejounte, en vrai, moi le seul truc sur lequel c'est pas un reproche, mais une remarque à faire, c'est qu'il
il doit continuer à s'étoffer en fait, parce que souvent sur ses pénétrations, il est encore un peu, comment dire, soft, ou il est Mhm. facilement gêné après par un contact ou autre. Et vu qu'il est encore jeune, il a pas encore les coups de sifflet qu'il pourrait avoir, et Bon, donc on est les ça, Spurs, hein, ça le il les gêne aura jamais. forcément. Quand tu Ça joue regardes, aussi, ça joue quand aussi. tu regardes que les coups de sifflet que DeMar DeRozan n'a pas, c'est. Après, DeRozan, peut-être qu'il y a beaucoup de fautes non sifflées, mais il a quand même aussi souvent tendance à réclamer, hein. Moi, Il Oui, adore oui, souvent aussi, hein. il DeRozan, c'est une adore faire pleureuse, ça. mais. Ah, Bien Donc sûr, je me bien mets à sûr. la j'adore place ça. des arbitres, et parfois, si t'es fiché par un arbitre, tu l'auras Mm, jamais le coup de sifflet. Mais ça, c'est Ouais, Duncan qui disait ça il y a quelques temps. Je sais plus avec qui il avait donné ce conseil, mais il avait dit connais le prénom de l'arbitre, parle-lui et tutoie-le. Enfin, tu vois, enfin, tutoie-le Mhm. MDR, c'est de l'anglais. Mais tu vois, parle. Tu vois, il dit lui you, tu vois. Non, mais parle-lui avec son prénom, tu vois, et connais-le et essaye de comprendre ce qui siffle et ce qui siffle pas, et voilà. Mhm. Mais ça fait partie de l'apprentissage des joueurs Ouais, NBA aussi, de réussir à avoir les calls ou pas des Non, arbitres. mais C'est le DeRozan aura problème toujours avec. DeRozan aura toujours ses Ouais, problèmes de frustration où il ah pète bah les oui, ça, ouais. plombs, qui Mm, sont très drôles d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup le voir. Bon, c'est un peu relou, mais je trouve ça très drôle de le voir s'avancer vers un arbitre pour lui péter la gueule. mm. Ouais, ouais, C'est énorme. toujours. Mm. Et ça, c'est le gros problème de notre secteur intérieur, avec Jakob Poeltl qui prend des fautes et qui à chaque fois ne comprend pas, hein. Il prend une faute complètement débile où il a les bras à l'horizontale sur la tête du gars, Ouais. le doigt dans l'œil, et il dit mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Après, il y a beaucoup de fautes, beaucoup de petites fautes qui lui sont sifflées aussi à Jakob. Ouais, Jacob, il a pas le droit à Je trouve que l'erreur, hein. parfois, C'est un il est bête. un peu, ils sont un peu durs avec lui. Oui. Ouais, ils sont un peu durs avec lui, c'est vrai, mais voilà. Après, ça fait partie de l'apprentissage aussi, à se mettre les arbitres dans la tête, et comme Eubanks aussi, qui a ces problèmes-là, qui commence à avoir des problèmes de faute. Une question Twitter de FloZlatan92 qui nous dit qui privilégie à l'intérieur. Dieng meilleur que Eubanks, que faire de Samanic? Voilà, il évoque pas Poeltl dans la question, mais c'est sans doute parce que c'est le titulaire indiscutable actuellement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? En fait, en sortie de banc derrière Pöltl, moi je préfère un Dieng parce qu'il a plus d'expérience, il est quand même un peu plus costaud. Parce que Eubanks a encore cette tendance à prendre des fautes très rapidement. Et même s'il est hyper physique et que ça peut être un bon rim protector, je préfère avoir Dieng qui est plus dur sur l'homme, plus expérimenté, et aussi en attaque qui écarte un peu plus le jeu, alors que Eubanks en attaque ça reste un poseur d'écran qui roule un peu vers le cercle. Et quid de Samanic? Samanic, faut juste le laisser faire son développement, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir que parfois on a une rotation intérieure où c'est Pöltl et Eubanks qui se partagent les minutes au poste 5 en tant que protecteur d'arceau, et parfois quand on joue small ball, c'est Rudy Gay qui a ce poste-là, même si on le voit moins dans ce rôle-là qu'en début de saison. Mais avoir Dieng ou Samanic un peu plus sur le terrain, ça permettrait déjà à Pöltl à Pöltl de souffler plus, de combler notre déficit intérieur quand il y a un problème de faute. Bah là, le Dieng, en ce moment, il rentre seulement si. Là, quand il y avait Poeltl qui était reposé, il a joué 20 minutes ou quelque chose comme ça. Il a fait un très bon match d'ailleurs. Ouais, il a mis 18 points, 18 Ouais. points, quelques Ouais. rebonds et des shoots à 3. Non, Les mais. belles actions défensives, c'est contre Embiid aussi, où il était très bon en Ouais, défense. ouais, Là, ouais, ouais, ouais. contre Philadelphie, où on a failli avec le panier à la dernière seconde de Ben Simmons, où on a failli les battre, Scandaleux. où on force l'overtime là. Ouais. Mais Dieng a fait un putain de Mais oui, travail mais on voit qu'à la fin du match, sur Embiid. Pop, il met Dieng sur le terrain, il met pas Eubanks. Ouais. Et en fait, la seule explication que j'ai trouvée pour ça, c'est que Dieng a 30 ans, 31 ans. Eubanks doit en avoir 22 ou 23, je sais pas exactement. 24. Et Pop croit en Eubanks et veut le développer pour le futur. C'est pour ça, à mon avis, qu'il continue à le faire jouer, parce que Dieng est meilleur que Eubanks dans toutes les Bah ouais, mais circonstances. bien sûr. Et du coup, il se dit, les contrats, bon, c'est bah, Dieng qui est signé jusqu'à la fin de la saison pour 1 million. Et le contrat de Eubanks, c'est 1,4 million ou quelque chose comme ça pendant 4 ans. ouais, bah, il a été re-signé sur le long terme. Je pense que Pop croit en lui et qu'il veut l'utiliser comme un terreur de rotation pour le futur. Ce qui se comprend en fait, mais c'est un peu frustrant de voir que Dieng est tellement meilleur Bah et ouais. qu'il apporte tellement de choses dans cette équipe. Enfin, ouais, c'est un peu dommage. Il mériterait d'avoir une place dans la rotation. Et pour Samanic, en fait le problème de Samanic, c'est qu'il a aucun impact sur le match. C'est un bon défenseur, mais il a vraiment genre un impact sur le terrain. Quand il y est, tu le vois jamais. Des fois, il arrive à te faire une action où il met un spin move, où il va chercher un dunk ou quoi, mais c'est les seuls moments où tu le vois. Il est quasiment pas présent dans le jeu. Il fait encore des moves débiles où il fonce dans la raquette au milieu de 4 personnes comme si c'était Keldon.
Sauf il se fait bousculer, il tombe et il perd le ballon. Il perd beaucoup de ballons comme ça. Donc il est encore très très imprécis. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour lui avant de pouvoir réclamer une place de joueur NBA pour moi. Et pareil, en défense, il y a des fois où, tu sais, quand l'attaquant vient sur toi, il faut rester les bras levés, faire un déplacement latéral, tu vois, bien bouger les jambes et bien montrer à l'arbitre que tu n'interviens pas. Lui, il s'en bat les couilles, Ouais, ouais. il met le bras opposé dans la tête du gars, Mais même sur des il trucs coupe à la la course de con, l'attaquant. même Ouais. sur des trucs à la con, genre on perd un ballon et puis il y a un joueur qui part, c'est arrivé contre Philadelphie. Il y a un Mm. joueur qui part en contre-attaque tout seul, vraiment 1 contre 0, et Samanic lui sprint dessus et puis il va juste, c'est même pas qu'il défend le shoot, c'est qu'il se met à côté pour provoquer la faute et du Il coup va il y a offrir un le N1. N1. Ouais. Alors Ouais, qu'il l'a il pas du offre. tout dérangé, il lui a juste mis un coup d'épaule. Enfin, Ouais, il est c'est des fautes à vraiment la dans con comme ça. C'est vrai qu'il est souvent dans l'optique pas de panier facile, mais dans ce cas, si t'es dans cette optique-là, empêche vraiment le mec de marquer. C'est ça, c'est ça. C'est C'est- ça Rudiger sert le à fait rien. très bien, ça. Rudiger, quand il y a un mec qui monte au panier, il arrive très bien tu vois, à le À le sabrer. stopper, ouais. Ouais. Alors, C'est rien sa à passion. foutre. Après, Samanic, il a encore que 21 ans et Ah, bien sûr. Oui, mais c'est sa deuxième c'est- année, quoi, quand même. Tu vois. Ouais, C'est bah sa deuxième année, c'est il a ça. toujours pas du tout une place de joueur NBA. Ah, il y en a, ils mettent du temps à se développer, hein. C'est pour ça Bien que sûr, bien j'espère sûr. que Dieng, enfin, avoir Dieng dans son vestiaire, Mhm. ça peut quand même être utile si on veut développer nos Eubanks. Je sais pas si Samanic pourra apprendre grand chose de lui, puisque c'est quand même pas les mêmes profils. Non, mais Mais je comprends en posage d'écran ou en catch and shoot à 3 points ou des choses comme ça. Décalage derrière l'arc, ça, par exemple, Dieng est un bon exemple, je pense. Est-ce que vous voulez qu'on cause de Patty Mills? Non, mais. ah, je sais pas, est-ce que Patty Mills a envie qu'on cause de lui? Ouais, c'est ça la question. Il a l'air d'être dans une période compliquée, le Patty. Pourtant, il est en contractière. Donc, normalement, les contractières, les joueurs font la meilleure saison de leur vie pour essayer de décrocher un dernier contrat. Surtout que lui, il a déjà 31 ans, quelque chose comme ça. Il a 32 ans. Il a 32 ans. Vieux. Il y a une question de Dwams Mataz sur Twitter qui nous dit: est-ce que Patty Mills a un dossier compromettant sur Pop pour jouer autant de minutes? Ça. Est-ce que vous Non, savez s'il a un je- dossier Ouais, compromettant sur alors, Pop? est-ce qu'on je a suis des pas- insights? Est-ce qu'on a Ouais, des je insights? suis pas dans les petits papiers de la franchise, hein, je sais pas ce qui se passe entre les deux, hein. Mais bah, c'est vrai que il est dans une sale spirale, notamment au niveau du shoot, et c'est exclusivement pour ça qu'il est sur un terrain maintenant, pour nous apporter de la menace extérieure. Après, il est dans une sale spirale, mais il a fait un bon début de saison, et j'ai l'impression que parfois il est un peu cramé. Tu sens que il joue encore combien? Il joue encore quand même une vingtaine de minutes par match. Et En avril, il joue 24 minutes par match. C'est plus Ouais, que Lonnie Walker. Ouais, bah déjà, c'est plus que Lonnie Walker, c'est peut-être aussi là le souci. Mais en fait, c'est un peu notre métronome, si tu veux, parce que quand il sort du banc et qu'il te plante ces 3-4 shoots à 3 points, on est quasiment, à chaque fois, on a gagné le match, j'ai l'impression. Dès qu'il a passé la petite dizaine de points et qu'il a mis ses shoots, Ouais. Mais on a même dans le jeu, souvent il est gagné les beaucoup plus fou. Tu sais, il apporte beaucoup plus de menaces, même balle en main, attire un peu à défense. Tu vois, enfin, il a beaucoup plus attiré les défenseurs. Quand il est bien, c'est une menace à tous les points sur un terrain. Mm. Mais quand il est mal, C'est pas une menace. on voit très bien ses limites. C'est une menace nulle part. Sur nos 4 dernières défaites, donc c'était Miami, Boston, Philadelphie, Utah, il shoot à 5 sur... Attendez, je calcule. 5 sur 23. Ouais. 5 Quoi sur 23. Ah oui, d'accord, ok, oui, sur les cumulés. Ouais, en cumulé, il a fait Ouais. 1 sur 6, 2 sur 8, 2 Oui, sur pas, 8. pas en moyenne. Ouais. Il a pas tenté 23 tirs à 3 points par Ah, match. Donc voilà, c'est forcément, t'as envie de casser ta télé quand tu le vois arroser comme ça. Mais c'est aussi un peu le rôle qu'on lui donne. C'est juste dommage qu'il trouve pas la mire ces derniers temps parce qu'on en aurait bien besoin vu la fin de saison qui nous attend. Bah ouais, en fait, le truc, c'est que quand il est bien dans son match, il est trop fort. Vraiment, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, un des plus valuables quand il est bien. Quand il est mal, sur le terrain, il est vraiment inutile, il est invisible. Enfin, je sais pas pourquoi il doit être bloqué entre 0 et 45 degrés, parce qu'il cherche absolument ses shoots ici, alors qu'il a 2 mecs sur lui. Il aime trop tirer en, en face du panier. Et du coup, on sent qu'il force ses shoots, qu'il force ses possessions, on sent qu'il est moins à l'aise avec le ballon, qu'il a pas de confiance. Sur le mois d'avril, il a le pire plus-minus de l'équipe. Ah ouais. Ouais, avec bah, du coup un gros nombre de minutes, 24 minutes jouées par match. Là, il est actuellement dans une sale période, mais en fait, Pop le fait toujours jouer parce que ça reste toujours une menace extérieure. Et c'est aussi, bah, sur le banc,
Ça reste aussi quand même le métronome du banc, le meneur du banc. Le leader vocal aussi, c'est très important ça, parce que c'est un peu le relais de Pop sur le terrain, et ce depuis des années. C'est pour ça qu'il joue aussi encore On l'avait beaucoup. dit, ça c'est son premier assistant. Tu vois, Exactement, exactement, Ouais. et c'est pour ça aussi surtout qu'il joue beaucoup. Puis oui, c'est un vétéran, ça va faire des années qu'il est là. Pop, Il il a connaît bien toujours les été un peu Spurs. comme ça, tu vois. Il aime Ouais. bien faire jouer ceux qui sont fidèles à la franchise. Puis il a toujours eu ce truc-là, Pop, de quand un joueur est en difficulté, il le laisse sur le terrain, tu vois, il reste, tu vois. Il Sauf abandonne quand pas, il il est le fait jeune. pas perdre des minutes. C'est- Sauf quand, Bah, ouais. quoique, Sauf quand c'est pour- Samanich qui fait une connerie. Devin Vassell aussi, il y a un match Vassell, là, il y a ouais, pas ouais. longtemps. Il est rentré, je crois je sais pas si il était dans le 5 majeur, mais il est sorti au bout d'une action parce qu'il a pas fait une rotation défensive ou je sais pas quoi. Il s'est fait incendier, il est retourné au banc et il est pas revenu C'est grave. avant le carton d'après. Ou je sais Ouais, plus, ouais, mais il y a des matchs où vraiment il y a personne et pourtant il joue 15 minutes, tu vois. Genre, Ouais. bah super, merci. Vassell a quand même dit récemment que Pop, en tout cas en attaque, même s'il rentrait pas ses shoots et tout, Pop lui disait que les shoots qu'il prenait restaient bons. Et, et En même temps, il fait que du catch and shoot, donc. Ouais, principalement, et c'est souvent ouvert. C'est Ouais. juste dommage parfois qu'il trouve pas la mire, Mais ça, au pire, il est rookie. ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même que Pop, il lui fait bien confiance parce que je crois qu'on n'a jamais vu autant un rookie jouer, mis à part Tony ou Timmy il y a plusieurs années. Mais Devin, c'est quand même l'un des seuls rookies qui peut se targuer d'avoir une vingtaine de minutes par match et d'avoir joué quasiment toute la saison Ouais. en NBA. Après, ça dépend. Enfin, quand Derek White est revenu, on a senti que ses minutes Ah, baissaient forcément. beaucoup. Absolument. Forcément. Mais effectivement, c'est. Après, il y a les circonstances aussi de la saison. Mais il était aussi, quand on l'a drafté, il était aussi. On parlait de lui comme déjà un joueur un peu NBA ready. Ce qui n'est pas tellement le cas en fait, mais bah, il a les problèmes d'un rookie, c'est-à-dire qu'il est très inconstant. Il y a des matchs où il va te mettre 4, il va te faire un 4 sur 5 à 3 points, et le match d'après, il va te mettre 1 sur 6. Donc c'est les problèmes d'un rookie, mais en vrai, ça va être un très bon 3-and-D dans le futur. 3D. 3-and-D. C'est bon, Yeah. j'ai bégayé, mais 3-and-D, c'est bon. Mais moi, il me plaît beaucoup. Hein. Je trouve que, Je l'aime bien. tu vois, même j'adore. s'il y a des matchs où il est pas dedans et où il est assez transparent, je trouve qu'il fait pas de Grosse Grosse bêtise. connerie. quand il rentre sur le terrain, on se dit pas on va prendre la sauce. Bien sûr. Comme l'année dernière, quand Bellinelli rentrait sur le terrain et que c'était une catastrophe, tu vois, on se disait ah bon bah ça va être compliqué. Ouais. Là, Devin, il fait des actions défensives, il fait des bonnes rotations défensives. Il pareil que un peu à l'image de Dejounte, il tend le bras pour récupérer des ballons dans les mains des gars. Il va en contre-attaque après avoir chopé le ballon. Ouais, non, mais on a vu qu'il avait un QI défensif assez fou pour son âge, Ouais, pour un c'est- rookie. Il fait des Mm. rotations assez incroyables. Il lâche très rarement son joueur. Il le suit bien. Il est bien athlétique là-dessus. Défensivement, ça va être ça peut être un potentiel All Defensive Team. C'est juste. Même si Derrick White ne l'est toujours pas. Derek White ne va pas l'être. Sa saison elle est trop courte. Mais putain, quel joueur, Bah quel ouais, non, défenseur de malade. Il va finir par l'être. Mais je crois que c'est au contre, je crois que c'est un des meilleurs de NBA en C'est arrière, bien sûr. C'est le meilleur guard contreur de NBA. Voilà, déjà. Il a Ok. un bloc par match. Voilà, tout va bien. Ouais, enfin, c'est. Mais ça, pareil, c'est de l'intelligence de jeu. Hein. C'est pas parce Oui, que c'est du physiquement timing, il c'est est du timing, meilleur ouais, que bien d'autres. sûr. Hein. C'est quand Non, un non. gars va au panier, il le suit au bon timing. Il sent même si le gars fait une feinte de shoot, il saute pas. Il est très Ouais, impressionnant. non, sur ça. il est vraiment super intelligent, mais il a des bras. Il est plus petit, il a des plus petits bras que Murray. Hein. Il a pas des très grands bras, Derek White. Ouais. Ouais. Mais je sais plus quel intérieur il a contré qui. Je crois qu'il contre Jokic. Je sais pas. C'est possible. J'arrive plus à me souvenir, mais tu le vois, il contre un mec qui lui met 2 têtes sans faire faute. C'est ça le pire. Il est vraiment son bloc. Ouais, mais il est clean. aussi les contres un peu par derrière en soum-soum, c'est Ouais. en aide. Il en Bah, fait beaucoup des comme ça. C'est qu'il est tellement fort en aide qu'ils sont trop bien quand le joueur va tirer ou quand il va feinter. Non, mais. C'est incroyable. Mais bon, là, on Fais-moi des revient sur gosses, je White, t'en alors, quoi. supplie. Laisse-moi Ah, porter tes enfants, en fait. On se fait tellement influencer par Barge. Je suis un influenceur maintenant. Hein. J'ai eu ma carte et tout. La blessure de Derrick White, c'est pas si handicapant que ça. C'est c'est pas handicapant. Jusqu'à la fin de la saison, il sera pas là, mais c'est qu'une foulure. C'est pas une, Ouais. c'est pas une fracture de la cheville. Il aura pas besoin de chirurgie, et ça c'est déjà Il bien. n'y a pas d'opération, tu Ouais. vois. C'est une foulure, donc il sera pleinement en forme la saison prochaine. Et puis cette saison, c'est pas comme si on cherchait le titre. Mais ça laisse vraiment quand tu vois les défenseurs qu'on pourra aligner, si on les garde tous dans quelques années, ça peut. Ah ouais, mais c'est fou. Ça pourrait être insane. Mais c'est ce qu'on se disait avant en antenne, là, c'est qu'en plus, les contrats qu'on a donnés à ces joueurs-là, Derrick White, c'est 16 millions par an jusqu'en 2024-2025.
Jakob Poeltl, on n'en a pas beaucoup parlé dans ce podcast, mais c'est 8 millions par an seulement, encore 3 saisons. Dejounte Murray, pareil, c'est jusqu'en 23-24, je crois, à 15 millions. On est bien. Eubanks qui peut avoir son importance dans la rotation, c'est 1,5 million pendant 4 ans. Voilà quoi. On n'est pas tout mal. Ouais, non, mais après, on va avoir des. Bon, ça, on en parlera en temps voulu, mais on va avoir des gros problèmes sur. Il va falloir à un moment virer quelqu'un. Ou deux personnes. Et ça va être tendu. On fera le bilan à la fin de la saison. De toute façon, ce sera le prochain podcast parce qu'on ne va pas aller très loin en playoff si on va en playoff. D'ailleurs, on va parler de ça. Alexis Gachette 47. Alexis Gachette 47 qui nous dit sur Twitter. Bonjour Alexis. Alors, bonjour Alexis Gachette. Je sais pas comment ça se prononce. Alexis G-A-S-H-E-T. Bah, dis-nous en commentaire. Gachette. Comment ça se dit? J'irai Gachette. Gachette. Gachette 47. Non mais ouais, Gachette. Machette. Gachette. Alexis Gachette. Alexis Machette. Alors, playoff ou pas playoff et play-in ou pas play-in. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Déjà, ça va être play-in ou pas play-in, hein, je pense. Vaut mieux la prendre dans ce sens-là, cette question. Ouais. En fait, on en a parlé lundi. Il faudrait qu'on fasse. Si on fait 1-8 sur nos matchs restants, il faut que les Pels gagnent 4 matchs ou un truc comme ça. 4 ou 5 matchs sur ceux qui leur restent. Là, à l'instant T, ils ont une win. Enfin, ils sont à 30 wins et nous, on est à 31. Ils sont à 36 défaites et nous à 33. Mais suffit que nous, on perde tous nos matchs et qu'eux, ils en gagnent 2. Et ouais, on est à 2 matchs de différence, en fait. Donc, c'est encore pire que ce que je pensais. Oui, parce qu'ils ont gagné contre Minnesota. Ouais. L'instant T, d'ailleurs, il faut qu'on dise ce que c'est. On n'a pas dit encore. On enregistre le 5 mai, le jour même du match contre le Jazz, le deuxième. Ils nous ont battus il y a 2 jours et là, on enregistre avant le deuxième match. Ouais, alors en fait, si on fait 1-8, il faut qu'ils gagnent 3 matchs. Donc, en fait, on pensait qu'il y a pas si longtemps, en même temps, on est sur 4 loses d'affilée. Hein. On pensait que le play-in était plus ou moins assuré. Là, c'est beaucoup moins clair. On a un calendrier de bâtard, si besoin est de le rappeler. On joue le Jazz, ensuite on joue les Kings, les Blazers, les Bucks, les Nets, les Knicks, et 2 fois les Suns en back-to-back. Ouais, on a 3 back-to-back d'ici la fin de la saison. Tout simplement envie de canner. Ça va être une catastrophe. Il y a moyen qu'on rate le play-in. Et si jamais on arrive à accrocher la 10e place, parce que pour l'instant on est 10e, on affronterait le 9e, potentiellement Memphis ou Golden State. Est-ce que vous nous voyez passer ce premier tour du play-in contre Memphis ou Golden State? Alors, sur un match, c'est un match, hein, c'est ça? C'est un seul match, c'est un match, ça peut passer. Bah, sur un match, tu peux, enfin, tout le monde peut, tu peux te dire que tout le monde peut battre n'importe qui. Voilà. Après, qui t'a choisi on a déjà montré entre les deux, qu'on était capable de très bien jouer contre des grandes équipes. Même si on s'est fait complètement taper à chaque fois qu'on a joué Golden State et que Steph Curry nous a fait la sauce. Bah, je serais très content d'affronter Memphis, qui nous a aussi mis la sauce à chaque fois en fait. Bah, que Memphis est pas très en forme dernièrement aussi. Hein. Memphis est dans une mauvaise dynamique et pas Golden State. Mais quitte à choisir entre les Warriors et les Grizzlies, je préférerais jouer les Warriors. Ah bon, pour t'amuser au moins quoi. En fait, c'est juste que je trouve que les Grizzlies, ils peuvent être un peu plus imprévisibles, disons. Les Warriors dépendent énormément de Steph Curry en fait. C'est ça. Et la défense des Grizzlies, elle est pas mal, mais c'est surtout leur attaque qui marche hyper bien. Et ils ont Ja Morant qui, s'il est pas tenu en laisse, peut vraiment nous faire mal. Et puis ils ont aussi Valanciunas qui fait un taf monstrueux cette saison chez eux à l'intérieur. En fait, la seule win condition pour battre les Warriors, c'est de réussir à un peu museler Steph Curry au possible, de le doubler sur les possessions et tout. Bon, de prier que ça passe surtout. Oui, surtout de prier. Mais on peut essayer de provoquer la chance. Parce que c'est vrai que le mec peut scorer sur n'importe qui. Les Grizzlies nous ont un peu détruits sur chaque fois qu'on les a joués. Enfin, c'était très compliqué. Après, les Grizzlies, on met Gorgui Dieng dans le 5 et il joue 40 minutes contre son ancienne équipe, il va les taper. Hein. Ça, c'est pas faux. Hein. Ça peut fonctionner. Mais en fait, le fait qu'on ait perdu... parce qu'on joue contre 2 équipes qui ont des très forts arrières. Steph Curry à Golden State et Ja Morant et Dylan Brooks, un arrière. C'est un arrière, mais plutôt en sortie de banc. Ah, il est en sortie de banc? Je sais, honnêtement, ça va faire très longtemps que j'ai pas regardé un match de Memphis. Pour moi, c'est après, pour moi, Dylan Brooks, il a vraiment son cerveau, il baigne dans je sais pas quoi, mais
Lui, il peut très bien s'il est pas dedans, il peut très bien te faire perdre un match à lui tout seul. Donc c'est bien pas sûr. vraiment, mais c'est pas tant lui généralement, qui quand il est m'inquiète. dedans, ça se passe bien. Quand il est Et le dedans, par contre, il est fort. Il hein. est, il est très Ouais, bon. Il peut mettre des shoots bah, improbables. c'est comme nous, hein. Si Non, Patty, il est bien si Patty titulaire, il shoot à Guillaume. 60%. Ah oui, mais c'est Grayson Allen, Hmm. l'arrière titulaire, je crois. Ouais, le back. Mais ouais, Ben, tu disais qu'on a perdu Derrick et que contre des arrières comme ça, ça va être Bah, compliqué. on a le meilleur, sur le papier, le meilleur backcourt défensif de la ligue, donc effectivement, ça fait une grosse différence. Mhm. Après, Devin Vassell ou Lonnie Walker, enfin, Devin Vassell surtout, c'est aussi un spécialiste. Mm. Les Walker a toujours tendance à faire des erreurs à la con. Mais ouais, en fait, ça joue qu'à un match, et ça, c'est une chance pour nous, tout simplement, je pense. Et Mais ensuite, du coup, on pourrait jouer juste, contre. Vas-y, Pierre, vas-y, ouais. bah, faut quand même on en a parlé juste avant, mais je voulais revenir dessus. Faut qu'on accroche le play-in. Oui. Et quand on regarde le calendrier de Memphis, alors le calendrier de Memphis, il est plutôt facile. Ils vont jouer Minnesota, Détroit, Toronto, donc je pense que la 9e place, faut faire une croix dessus. C'est surtout celui de New Orleans que j'ai regardé. Et eux, ils vont quand même jouer des équipes qui ont des choses à jouer. C'est-à-dire Philadelphie, Charlotte, Memphis, Dallas, Golden State et les Lakers. Quand même, hein. Donc c'est des bonnes équipes, mais Ouais. vu leur dynamique actuelle, ils sont sur une bonne dynamique justement. Ils peuvent très bien nous shipper la 10e place, hein. C'est clairement pas impossible. Donc Oui. ce Ouais, sera non, con parce qu'à un ça- moment on comptait une avance confortable, mais là les 4 défaites de suite, non, Miami, Boston, elles sont- et Philadelphie, c'était Utah. au pire. Ouais, mais notre calendrier, Sachant qu'il y en a, notre il y calendrier en- est un scandale de difficulté, ouais, mais vraiment. il y en a On quand a... même 2 qui sont évitables, hein. Boston, on gagne de 35 points à la Oui, mi-temps. Bon, oui, après, oui, on oui. se fait rouler dessus par Non, mais on a forcé, on devait le Les gagner. par 60 Jason points de Tatum. Tatum, mais ouais. Mais on n'a pas le droit à Tu dois le l'erreur, en fait, gagner. c'est ça le problème. On a le Ouais, pire c'est ça. calendrier de la ligue, tout simplement. Le pire calendrier de la ligue. C'est juste envie de chialer, en fait. J'avais vu, je l'ai pas retenu cette question, mais il y avait une question qui disait faut-il. Enfin, j'hésite entre l'alcool et les antidépresseurs pour la fin de la saison, ou les deux, je fais quoi? Tu les mélanges, tu fais une petite soupe, Mais je crois un qu'il petit faut bouillon. pas mélanger les deux, je crois. Mais Ouais, non, vaut mieux éviter. Bon, quitte à ce que ça fasse... Bon, bref. Mais par contre, qu'on soit clair, finir 10e ou 11e, au niveau de la draft, on s'en fout un peu, honnêtement. oui, ça nous. Il y a une donnera draft pas assez beaucoup dense. plus. L'objectif, si pour vraiment avoir un bon pick à draft, c'est de monter haut. Et honnêtement, on en a un peu rien à foutre entre la 10e et la 11e place à l'ouest, ça va rien nous changer. Et le play-in, c'est une bonne expérience aussi parce qu'on a beaucoup de jeunes. C'est une bonne expérience pour Lonnie Walker, pour Keldon, pour Devin, Bien sûr, ouais. Samanic, tout ça. Exactement, ça nous donnera en plus l'occasion un peu de vibrer sur la fin de saison. Sachant que suffit qu'on passe au play-in, on joue les Grizzlies, on les tape. Et après, bah là, Après, tu on peux joue dire que Portland tout est ou- possible. Ouais. Euh, On joue Portland, les Warriors ou Dallas, et puis si jamais c'est un miracle, on tombe ensuite à la 7e ou à la. Bah non, ça peut être que la 7e place. Non, 8e place. Je crois on peut que accrocher la 8e place des playoffs, donc jouer contre le premier de la conférence Ouest, soit Phoenix, soit Utah, qui sont en train de se tirer la bourre. Voilà. Je payerais bien pour une série Utah. Non, pas Utah, une série Phoenix. Phoenix Ah bah, ça serait marrant de prendre 4-0, mais ça va être des matchs, tu vois. Mais ça les reste Suns, formateur. les Suns sont une équipe assez jeune encore aussi. Donc il y a moyen qu'il y ait quelques folies qui ressortent. Ouais, qu'on prenne un match par-ci par-là pendant la truc. Ouais, mais ça peut être fun. Mais bon, on en est très loin. Bah là, on finit la saison par un back-to-back à San Antonio contre Phoenix, 2 matchs. On verra s'ils jouent encore des choses ou pas, parce que s'ils jouent rien, ça peut nous aider Oui. à prendre un match aussi. Du coup. Moi, je pense qu'ils joueront jusqu'au bout parce que ça reste important de rentrer en playoff avec une bonne dynamique. Peut-être qu'ils vont essayer de bien choper la première place de la Conf Ouest. Et en plus, on leur a mis 26 pions à notre dernière confrontation. Ils seront peut-être un peu revanchards. Ouais, ça va les piquer. Il y a mon coloc qui vient de rentrer dans ma chambre pour dire vous gagnerez jamais contre Phoenix. Ça va être Sache que compliqué. ça sera gardé au montage, ça. Alright, il y avait une question sur Twitter de Greg Popovski. Est-on sûr que cette équipe est meilleure avec DeRozan? Parce que plus je regarde les matchs, moins j'en suis sûr. Alors, je sais pas si on regarde la même équipe, mais pour moi, il n'y a absolument pas photo sur l'équipe avec ou sans DeRozan, surtout en situation critique. DeRozan, enfin, en vrai, il sort. J'ai l'impression de dire ça tous les ans, mais on dirait que tous les ans, il sort la meilleure saison de sa carrière. Là, en plus, avec un rôle où il est encore plus en rôle de distribution, en rôle de. Il attend beaucoup que le jeu vienne à lui, sauf en fin de match où il n'y a que lui qui touche la balle, de toute façon.
Après un match qu'on avait gagné grâce justement à DeRozan qui était trop fort, il avait sorti en conférence de presse si vous me mettez sur une île et qu'il faut attraper l'ananas, j'aurai l'ananas en premier, quoi que ça veuille dire. C'est cool Ok. parce que ça veut rien dire. Donc, donc voilà. Mais du coup, il Ouais. a l'ananas. Il a l'ananas en fait. Il a l'ananas, ok. Et vraiment, Bon, ça, il c'est est- pas dans les stats, hein, mais. j'ai pas pensé à aller chercher ses stats dans le clutch, mais Hmm. c'est insolent de réussite et de shoot compliqué et de enfin il est juste injouable en fait ce mec et il a le don enfin ça c'est depuis 2 ans de ne pas forcer le jeu, d'attendre que le jeu vienne à lui et c'est un plaisir de le voir jouer. Ouais. C'est Popovich qui disait ça aussi. Quand il est arrivé à San Antonio, on a été très surpris par sa qualité de jeu de passe. Et là, Mais cette ça devient, saison, ça devient, ça devient un bon playmaker en vrai, hein. Il mais s'améliore de cette plus en plus. saison, il est à 7,3 passes par match de moyenne. C'est complètement Sept- fou. C'est- 7,3 En fait, passes. C'est ouf. souvent DeRozan, il finit à la mi-temps, il est à 10-12 points, il est déjà à 6-7 passes parce que souvent, Mm. en fait, il s'efforce de distribuer, mais en fait, c'est dès que ça devient un peu difficile. En fait, c'est le match contre Boston qui me revient en tête. C'est première mi-temps, bah, on leur roule dessus. On a un jeu collectif ultra léché. Enfin, je sais pas combien de joueurs on a plus de 10 points à la mi-temps. Mm. Et en fait, à partir du troisième quart-temps, au moment où ils ont ils se sont mis à jouer plus physique, etc. Là, il a pris un peu sur lui, donc je sais pas si on joue mieux sans lui. C'est juste que on joue d'une manière un peu différente quand il est sur le terrain. Oui, en fait, le truc, c'est que dans les situations critiques, comme par exemple en fin de match, T'es content de les... l'avoir. t'es content de l'avoir parce que les joueurs, le reste des joueurs de notre équipe, les Dejounte Murray, les Derek White, les Keldon Johnson, sont encore des joueurs jeunes et ils n'ont pas cette expérience-là. Et du coup, il y a un joueur qui doit gérer les fins de match et qui a l'expérience et qui sait ce qu'il fait et qui peut te faire gagner des matchs comme ça, c'est DeRozan. C'est pour ça qu'il touche énormément de ballons. Je suis en train de regarder là, sur les quatrièmes quarts. J'arrive pas à retrouver les stats dans le clutch, j'ai que les stats dans le quatrième quart, mais il a 56% au tir et plus de 95-95% au lancer franc. Alors qu'on disait que c'était une. Alors qu'il Même l'année dernière, c'était qu'il avait du mal sur les catastrophe. L'année lancers. dernière, il en match. ratait quand même. Ouais. Là, cette année, c'est Cette autre année, chose. il est intraitable. Il est injouable. Le nombre, mais les possessions qu'il te sort, où il sort des ISO, où il avait souvent il galérait, il était tout seul. Là, même les tirs les plus compliqués, il les met tous. Mais vraiment, il te sort des step back contestés à 3, des shoots improbables où il s'élève à 2 mètres du sol presque pour essayer de sortir son tir par-dessus le défenseur et que ça rentre. Mais c'est insolent de réussite. Genre vraiment, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir ce DeMar DeRozan là chez Esperance. Oui, quel basketteur. Mais aussi ça, on voit ça quand il se retrouve face à des rookies. Le nombre de Welcome to the NBA qu'il a dit à tu sais, à des petits rookies comme Ouais. ça qui ont jamais défendu contre lui. Et tu sais, les feintes de shoot là, il fait Oui. une feinte, 2 feintes, peut-être 3 feintes s'il faut, mais le mec se met à sauter et il y a faute. Mais c'est fou parce que ses feintes, en fait, il a réussi à faire en sorte que ses feintes ressemblent exactement à sa mécanique de Ouais. tir. Et Et du c'est coup, ça qui est impressionnant. c'est impossible à deviner. Non, mais il est. C'est un franchement, magnifique joueur de basket. Il a un excellent footwork hein, aussi. Franchement, on a vraiment de la chance. C'est vraiment, il est vraiment. On disait, il y a toujours la narrative du DeRozan qui est pas clutch, qui commence à peine à s'estomper. Mais on a un des joueurs les plus clutch de la ligue et de loin. Genre vraiment, j'ai pas Ouais. un souvenir. J'ai pas vu tous les matchs de la saison. Surtout dernièrement, j'en ai un peu moins vu. Mais j'ai pas un souvenir de Money Time qui foire vraiment. En overtime, souvent, il est plus discret parce que ça se resserre vraiment et puis t'as le truc d'il y a encore 5 minutes à jouer, t'as la fatigue qui joue. Donc il est moins omniprésent. Mais vraiment, dans les fins de quatrième quart, il est intraitable. Il est tellement juste. C'est tellement impressionnant à le voir jouer. Mais je pense que ce que voulait dire Greg Popovski dans la question, c'est est-ce que quand il n'est pas là, du coup on fait un jeu plus fluide. Peut-être qu'on joue pas mieux, mais peut-être que c'est plus beau de nous voir jouer. Enfin, tu vois, on a peut-être un jeu plus beau quand il est pas là. Alors, c'est pas forcément dire que la balle circule mieux, c'est pas forcément vrai. En tout cas, en première mi-temps, comme je disais, quand il faut mettre les shoots, etc., il a tendance à prendre le jeu un peu pour lui. En fait, les seules choses qu'on peut remarquer, c'est que parfois on devient peut-être un peu trop prévisible. Enfin, on sait qu'on va devoir passer par lui pour gagner. Oui. Et donc, les défenses se resserrent plus sur lui. C'est quand même pas une immense menace à 3 points. Donc, forcément, au niveau spacing, ça le fait moins. D'ailleurs, cette saison, il en a plus les 3 points. L'année dernière, il avait montré de belles choses. Là, galère. Hein. Ah ouais, mais c'est que. Même début de saison, il avait commencé. Ouais, il avait commencé un peu, mais on a demandé à Derek White. DeRozan, c'est que ça, il a des séquences. Le nid de les prendre. Mais. Ouais.
Je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'on joue forcément mieux sans lui. Non, mais en plus, Notre jeu est différent, mais quand il est sur le terrain et qu'on n'est pas dans une situation critique de match et qu'on se retrouve pas bloqué comme des cons et que c'est le seul qui peut jouer, dans une situation de match normal, il laisse beaucoup plus le jeu venir à lui. Il est beaucoup plus discret. Il attend souvent, des fois, il y a des possessions, il reçoit pas du tout la balle. Il y a beaucoup de possessions, il reçoit pas la balle. Ou juste il attend, il regarde ce qui se passe, il suit les systèmes. Et du coup, il s'intègre très bien dans le jeu. La vraie différence qu'on a, c'est justement quand on parle dans le Money Time, où du coup, il n'y a plus que lui qui prend la balle. Il n'y a que lui qui crée du jeu, et il n'y a que lui qui va initier des actions. Ça, c'est dans le Money Time. Mais dans le reste du match, il tire assez peu, en fait. Si on regarde, il prend moins de 17 tirs par match. C'est peu pour un franchise player. Pour un mec qui met 24 points par match. C'est ça, c'est très peu. C'est très Mais c'est vrai, c'est ça que je me faisais la réflexion l'autre jour. Il prend un peu plus de 16 tirs par match. Derek White en prend 2 de moins. Ouais. Et Dejounte Murray 1 de moins. Donc voilà. Et parce qu'il est plus il est plus dans un esprit collectif, DeRozan, tu vois, il est pas. Je me faisais la remarque quand on rencontrait quand on rencontrait des gros franchise players contre nous, les mecs ils prennent 50 tirs par match, et tu vois, ça pose aucun problème. Et puis ils en mettent avec un pourcentage de 30-40%, mais tu vois, ils en prennent tellement qu'ils finissent des fois des matchs à 50 points. Et là, c'est archi courant d'avoir des matchs à 50 points. DeRozan, pour qu'il mette 50 points dans un match, il faut vraiment que ça soit triple overtime. Ouais, aussi parce qu'il met pas de 3 points, tu vois. Après, aussi parce qu'il met pas de 3 points, mais je veux dire, il prend pas beaucoup de tirs. Ouais. Après, il est très constant aussi, ça c'est. Ouais, non, mais ça fait 2 ans qu'il a fait un mauvais match, en fait, c'est hallucinant. C'est aussi, il peut te mettre 14 points dans un match, mais on va quand même le gagner. Alors qu'à contrario, Rudy Gay, il peut te mettre 16 points dans un match et on va le perdre parce que lui, pour le coup, quand il est sur le terrain, c'est pire. S'il met 18 points dans un match, c'est qu'on est dans la merde. Ouais, voilà. C'est qu'il y a vraiment plus rien. Est-ce qu'on ferait pas nos séquences Rudy Gay traditionnelles qu'on fait toujours dans les Spurs Break, les amis? Enfin, j'ai même pas envie de parler de lui. J'ai plus envie de vous dire d'aller regarder la première mi-temps de Dejounte Murray contre Boston, parce que il a 20, je sais plus, 25, 26 points, il met tous ses shoots. Et après, au pire, vous regardez le troisième quart-temps où on se fait rattraper et il y a Rudy Gay 75% du temps. Et vous comprendrez. Complètement. Le match contre le Celtic, je crois que je vous ai envoyé un message ce soir-là. Là. Rudy Gay sur le terrain, il nous faisait perdre, quoi. Il devait avoir un plus-manus de moins 80, j'en sais rien, mais c'était. Sur le mois d'avril, il fait partie des rares joueurs à avoir un plus-minus négatif. Son net ratings sur le mois d'avril, il est de. Attendez, je vous le retrouve. Moins 1.4. Rudy Gay, il est de moins 4. Quoi? Net rating? Ouais. Sur le mois d'avril? C'est-à-dire, sur le mois d'avril et début mai. Ah oui, net rating par rapport au. Oui, pardon. Oui. Oui, c'est juste des ratings. Donc ouais, non, t'as raison, c'est ma faute. Mais il est quand même derrière. Il est derrière Lucas Samanic, par exemple. Bon, bien sûr, ça ne veut absolument rien dire vu que les minutes sont pas les mêmes. Oui. Mais je sais pas, j'ai pas envie de parler de lui en fait. On est de bonne humeur là. En fait, il y a pas grand chose à dire sur lui. Tout se passait bien là, putain. Il y a des matchs où il va un peu nous sauver le cul. Il y a des matchs où il va nous faire 1 ou 2 actions clutch, où il va nous sauver, mais c'est tellement irrégulier, c'est tellement entouré de beaucoup de trucs très imprécis, de pertes de balles un peu bizarres, de shoot, et de non-défense, d'absence défensive, sur 3 personnes, d'absence défensive, ou de vouloir trop bien faire en défense aussi, de faire des aides qui n'ont aucun sens, notamment sur le tir de Lagan d'Embiid qui permet à Simmons de mettre son tap-in. C'est Rudy Gay qui fait l'aide en premier et qui laisse Keldon face à 2 joueurs. Donc ouais, c'est compliqué, c'est trop imprécis en fait. Il apporte du scoring, mais tout ce qu'il fait à côté est compliqué. Bon, je vais vous sauver, je vois que c'est compliqué pour vous de parler de Rudy Gay. J'ai préparé un petit qui suis-je, cette fois c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. C'est parti, game time. Il s'agit d'un joueur de basket. Mais non. Ah. Qui suis-je? Dites-moi. Raphaël Nadal, merde, non. Thibaut Caillou. Ah ouais. T'imagines, je fais mon qui suis-je? Je suis né à Villeneuve-Saint-Georges en 95. Villeneuve-Saint-Georges. Ok. Je suis né en 1971 à Fredericksburg, en Virginia. Je suis un ailier de 2,03 m. Sean Elliott. J'ai fait mon Non. Ça aurait été beau. Dommage. J'ai fait mon université à Notre Dame avant d'être drafté en 24e position de la draft NBA 1994 par les New York Knicks. Je jouerai plus tard 150 matchs avec le maillot des Spurs.
Avery Johnson? C'est non. Mon total en carrière est assez random. 2884 points pour une moyenne proche de 6 points par match seulement. Mon parcours de joueur, les Knicks, les Spurs, les Nuggets, le Magic et les 76ers. Je n'ai jamais remporté de titre NBA, mais j'ai un petit palmarès en tant qu'assistant coach de la Team USA où je remporte la Coupe du Monde 2014 et la médaille d'or au JO 2016. Mais ça, on est censé le savoir. C'est là qu'on se fout la honte, ouais, j'ai pas le nom. attends. Ah, je suis en train de réfléchir. Assistant là. coach, hein, c'est pas le coach Bien sûr, principal bien de sûr, Team bien sûr. USA. Hein. C'est un ailier. Ouais. Mais En je crois 2016. Je crois que j'ai sa gueule en plus. S'il a pas de titre, il est parti avant, du coup, avant 99. Est-ce que vous voulez la suite? Oui, oui, oui. Ah, vas-y. On graille, on graille. Mais ça, je crois que je l'ai pas. En 2016, je deviens vice-président des opérations basket des San Antonio Spurs. Brian Wright? Non. Depuis, je suis redevenu coach NBA. Je suis actuellement coach en NBA. Assistant ou coach Je suis coach principal en NBA actuellement. C'est... Attends. Monty Williams? Monty Williams, Pierre, bien joué. Ah oui. C'est Monty Monty Williams. Un Williams. taf de fou en plus. Le clutch. Ah mais Et ouais. oui, putain. Je voulais rendre hommage à Monty Williams qui est premier de la conférence, trop fort, À égalité. avec mais- les Suns. Ah, candidat coach of the year. Ouais, carrément. Bah voilà, bien joué Pierre. Bah, Ah bah, GG, mec. full chance, hein, parce que j'ai sorti un nom au pif en me disant lui il était ailier, je crois bien. Mais lui, Ouais. il a joué aux Spurs, c'est ça, ouais. Il a joué aux Spurs vers 2003, par là. Ouais, j'oublie tout le temps. Mais il a été assistant coach chez nous aussi, non? Je crois que oui, parce que de toute manière, 3/4 des coachs en NBA Non, même ont pas, été même assistants pas, chez même les pas. Spurs. Il était adjoint aux Blazers. Il était coach des Hornets Des Pels. Peoples. Il était adjoint au Thunder et à Philadelphie avant d'arriver à Phoenix. Donc il est même pas Et je sais passé pas chez nous, si- quoi. Là. Je sais pas si Pop était assistant de Team USA en 2016, mais il a été médaille d'or Monty Williams. Pop, en ça fait un 2016, petit du coup. moment qu'il est assistant à Team USA, je crois aussi. Enfin, depuis qu'il a décidé de mettre Derek White dans son équipe. Ouais, c'est ça. Bon, bah bravo Pierre. Ouais, moi c'est vraiment le coach NBA qui me l'a donné, parce que sinon Ouais, je ouais. l'avais pas du tout. Au fait, le prochain truc, c'était depuis 2019, il est coach des Suns. Ah oui, bon, ok, alors ça, du ouais, coup. ça aurait été, ça c'était donné. Quand même, ça va. Bah, bien joué, Pierre. Good job. Et bah c'était cool les amis, on se retrouve le mois prochain, ça vous va? Mais ouais, comme d'habitude. Et bah salut tout le monde, au mois prochain pour le prochain Spurs Break. Allez, bonne journée à tous. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao ciao.